Ok, on démarre. Donc, bienvenue à ce nouvel atelier proposé par ESS Nantes Factory. ESS Nantes Factory et ses partenaires sur le thème de comment sécuriser son projet en temps de crise. Donc, on a eu un bel échange donc, la semaine dernière pour résumer autour de différentes questionnements. Donc, peut-être, on a pu échanger sur quel outil pour gérer la crise. Donc, on a revu l'importance du plan de trésor comme outil de pilotage, outil un peu central en cette période pour vraiment se projeter. On a pu avancer ensemble sur, peut-être, je dirais, la définition de qu'est-ce qu'une entreprise résiliente ou qu'est-ce qu'un modèle économique résilient. Quelle peut être la bonne posture en ce moment par rapport à cet avenir incertain et à un environnement qui est mouvant. Et puis, on a pu, grâce à vos interventions, se poser la question ou en tout cas avancer sur l'idée de comment faire de ce moment une opportunité. Je reprends une définition en chinois. La crise, en fait, la définition d'une crise, il y a à la fois la définition de danger et il y a à la fois la dimension d'opportunité. Et je trouve que c'est vraiment ce qui ressort des échanges qu'on a eus. On a vu à travers différents témoignages que il y avait pas mal de structures qui en ont profité pour pivoter de manière temporaire ou plus durable sur, sur leur proposition de valeur, sur leur stratégie client et autres. Et l'idée, donc, aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin sur ces questions autour de comment réinterroger son modèle économique. Donc, voilà. Donc, on va vous proposer différentes choses. On va vous proposer une méthode ou des outils simples, pratiques, applicables pour réinterroger individuellement ou collectivement effectivement la question du modèle économique et de l'approche client et autres. On va on va faire le lien avec justement la logique financière, donc l'articulation entre la réflexion du modèle économique, mais la réflexion de la logique financière là-dessus. Et puis un objectif évidemment, c'est comme la dernière fois, c'est vous écouter, se nourrir des différents retours d'expérience de chacun. Et puis, on gardera un temps en fin d'atelier pour échanger sur vos besoins, vos attentes pour la suite, comment vous voyez l'avenir. Et puis, on fera un zoom sur quelques ressources qui existent sur le territoire. On a le plaisir pour tout ça aujourd'hui d'avoir deux intervenants. Donc, Vanessa Chartier, que je ne vais pas représenter ici, qui était l'intervenant de la dernière fois. On accueille également Philippe Libaud, beaucoup connaissent, qui est conseiller expert en modèle économique, logique financière au sein de France Active, donc qui est conseiller entreprise et association. Et puis, on a également la participation de Laurence Park de la politique USS de Nantes Métropole. Et Laurence, peut-être je vais te proposer de nous dire un petit mot avant de démarrer. Oui, alors bonjour, bonjour tout le monde. Alors il y a je n'ai pas rencontré encore physiquement tout le monde, mais je connais bien toutes les structures qui sont présentes. Alors effectivement, cet atelier s'inscrit les actions qui sont menées au sein du collectif ESS Nantes Factory, qui, voilà, vous êtes là, donc vous en avez bénéficié, et qui s'est vraiment mobilisé dans cette période, un peu inédite, pour mettre des actions au service de vous, structures accompagnées par les différents partenaires. Donc, c'est vraiment une action collective qui a été mise en place. Donc, je n'ai pas pu assister au premier atelier, mais je suis ravie d'être là ce matin. Et puis, si vous avez ensuite des questions sur les dispositifs qui sont plus spécifiques à la métropole ou à la ville, on pourrait en échanger par la suite. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à solliciter via l'adresse mail Session Factory. On est toujours là pour vous répondre. Eh bien, écoutez, voilà, moi je laisse la parole aux intervenants. Bon atelier, je reste là et je vous écoute. Et puis voilà, au besoin, j'interviendrai si nécessaire. Merci. Et on peut démarrer. Ouais.
Parfait, donc je démarre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, on est dans la continuité, comme le disait Guillaume, de ce qu'on a vu la semaine passée sur le modèle économique et sur le pilotage. Et on est effectivement à l'étape 3 de cette crise, ou en tout cas de la situation dans laquelle on est, sur l'interrogation des opportunités et aussi du sens en fait. Hein. On avait vu c'est ce qu'on avait appelé ces 3 temps de la crise, avec l'étape très court terme où vous aviez mis en place des mesures d'urgence, de protection et de sécurisation, à la fois de vos salaires, de vos salariés et puis de l'entreprise, ou du projet en tout cas. On avait vu cette notion voilà, de pilotage, de pilotage et de sécuriser le modèle économique, en tout cas de bien comprendre le modèle économique sur lequel on est et surtout le piloter en situation un petit peu chaotique. Et là, aujourd'hui, on va s'attacher effectivement à travailler sur la notion des opportunités et du sens, en tout cas réinterroger son modèle économique. Quand on dit réinterroger son modèle économique, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on le met en l'air et on redéfinit. Ça veut dire aussi, quand on réinterroge, ça veut dire qu'on peut aussi réaffirmer des choses. Ça, c'est extrêmement important, surtout dans les situations un petit peu chaotiques. C'est qu'est-ce qu'on réinterroge, qu'est-ce qu'on réaffirme et quel sens on donne aux actions et aux endroits où l'on va. Donc, c'est ça que l'on va voir. Alors, on va le voir de manière simple, pragmatique. Hein, ça ne sert à rien de monter des plans hyper compliqués. On va le voir de manière simple, et surtout, l'enjeu, évidemment, c'est derrière de vous fournir en tout cas les 2-3 outils qui vont être présentés, enfin voilà, les 2 outils qui vont vous être présentés ici. Philippe, je te laisse peut-être préciser. Oui, bonjour à tous. Je vais être un peu la voix financière complémentaire au propos de Vanessa, qui va être plus effectivement sur les aspects du modèle et économique. Mais je vais peut-être faire quelques focus sur les dimensions financières, parce que c'est vrai que c'est des dimensions qui sont essentielles et pas toujours prises en compte de manière première dans les réflexions, qui sont plutôt des réflexions qui sont sur le projet, effectivement sur les dimensions clients, commerciales. Et la dimension financière, finalement, on se rend compte qu'elle arrive souvent à la fin. Or, c'est souvent une dimension qui est très importante, notamment en période de crise, parce que c'est quand même le moteur des activités. Donc, j'ai repris la frise qu'avait créée Vanessa pour montrer que sur les aspects financiers, on pouvait reprendre ces temporalités du très court terme qui se sont matérialisées, et vous l'avez probablement vu, par des réflexions sur comment on peut faire pour prendre là aussi des mesures d'urgence qui souvent se sont traduits sur les dimensions financières par des logiques de rééchelonnement de prêts. La majorité du monde financier, bancaire ou des partenaires financiers a également mis en place très rapidement ce genre de facilité, et le rééchelonnement des prêts, pour la majorité d'entre eux, a été relativement simple et mis en place très rapidement. Après, il y a l'étape du court terme qui, moi, de mon point de vue, est celle dans laquelle on est, où il y a des problématiques majeures de gestion de la trésorerie courante qui se posent, parce que là, on est avec un mois de recul sur une activité qui peut, dans certains cas de figure, avoir été stoppée ou fortement réduite. Donc, les rentrées d'argent sont moins importantes quand les sorties peuvent l'être, alors souvent de manière peut-être un peu réduite, mais en tout cas, un certain nombre présentes. Donc là, ça suppose d'être dans une entente avec son partenaire bancaire et avec l'environnement financier de ce projet qui est bonne pour essayer de traiter aussi cette question-là. Et puis, avant de redonner la parole à Vanessa, il y a aussi l'étape dans laquelle il va falloir se projeter, qui est le sens de cet atelier de ce matin, c'est le moyen terme, et qui va être ceux des moyens financiers de la relance, sur les 2 aspects de trésorerie et d'investissement qui font écho aussi à la réinterrogation du modèle économique et des moyens de cette réinterrogation-là, pardon. Et donc, qu'il faut d'ores et déjà essayer de poser pour avoir une stratégie qui est cohérente entre l'économique et le financier.
Merci. Je le reprécise, n'hésitez pas à tout moment à poser les questions, donc soit en activant votre micro, soit en conversant avec voilà, le petit chat qui nous permet de converser, qui est chez moi au centre de mon écran en bas. Voilà. Voilà, donc la première question qu'on a envie de vous poser, en fait, hein, c'est est-ce que c'est go ou no go sur challenger votre modèle? Est-ce que est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que c'est un go, un no go à ce stade? Ou est-ce que vous l'avez déjà peut-être fait? Du coup, Samuel, là, pour la brasserie et tout, nous, on a adapté pour partie, sous la contrainte, comme beaucoup. On a perdu tous les événementiels, les bars, tout le modèle flux a été mis en stand-by. Et sous la contrainte, mais du coup, c'est une forme d'opportunité qu'on a saisie, c'est de mettre en place un e-commerce, un e-shop et de la vente en ligne. Donc, avec un système qui est gratuit, qui est tout simple. Alors, c'est très bien, ça nous élargit, ça fait un peu plus de ventes en bouteille, ça maximise aussi les ventes en direct, donc la marge elle est plus intéressante. Après, il y a eu la contrainte aussi de la livraison, parce que du coup c'est nous qui le faisons. Ça permet de tester cette période-là et permet pour nous de tester ce modèle. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un moment et du coup on a le temps un peu pour le faire, donc on teste et on verra si on maintient après. Donc là, on a saisi ça sous forme d'opportunité en tout cas. Ah oui, avec un pivot sur la distribution et sur votre cible de clients, en fait. Hein. Mais là, en touchant effectivement, en touchant directement le consommateur final, en fait. Hein. C'est-à-dire que tous les intermédiaires de conso ont été écartés, de fait, et vous touchez votre consommateur final. Ouais. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, Samuel, parce que c'est un des éléments de la crise. C'est-à-dire qu'effectivement, un des premiers éléments qui a bougé, c'est les franges de clientèle. Alors, soit ils ont bougé parce qu'ils ont été contraints par des fermetures ou ils ont été contraints administrativement, soit parce que les entreprises ont pris l'opportunité d'aller les chercher beaucoup plus loin, en fait, d'aller les chercher et de se rapprocher du consommateur final. Ça, c'est un des éléments forts de cette crise. Merci. En tout cas, de cette situation-là. Ouais. Pardon, Guillaume. Ouais. Non, pardon. Il y a Sarah de Scopelli qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour, je n'avais pas encore été polie. Bonjour à tout le monde. Bonjour, nous concernant, chez Scopelli, on a pu actionner un peu dans la même veine là, que le témoignage d'avant. On a pu actionner quelque chose qu'on avait en tête et qu'on n'avait pas encore déclenché. En l'occurrence, c'est la livraison à domicile. On s'en faisait quelque chose d'assez costaud avec en préalable d'avoir une base de données raccord avec nos stocks pour que les gens puissent commander en ligne très, très précisément. Et en fait, là, ça s'est actionné très vite pour des raisons de solidarité, de personnes qui devaient rester confinées chez elles. Et on l'a improvisé autrement, avec une manière plus légère. Les personnes ne précisent pas la référence qu'elles veulent, elles précisent les produits qu'elles veulent. Et en fait, on a eu une brigade d'une vingtaine de personnes qui se sont mobilisées pour réaliser les courses et faire les livraisons. Et voilà, là, il y a quelque chose qu'on va essayer de garder. Et on se posait la question de faire intervenir des prestataires extérieurs, des coursiers nantais ou autres. Et en fait, en interne, il y a déjà la ressource et l'envie de contribuer de cette manière-là. Donc, on a appris là-dessus. Merci Sarah pour ce témoignage et c'est intéressant parce que du coup dans le prolongement de ce que disait Samuel, c'est que au-delà de challenger votre modèle et de ce qu'on va au-delà d'interroger et de challenger son modèle, c'est surtout que ça conduit à l'action quasi immédiate en fait. Hein. Et je trouve que c'est extrêmement aussi important. C'est probablement l'opportunité de cette situation. Alors c'est toujours quand on est un petit peu chahuté qu'on bouge plus vite, mais c'est aussi l'enjeu au-delà de challenger, de s'interroger, c'est de faire en fait. Voilà. Alors c'est vrai dans vos modèles, c'est vrai dans d'autres modèles qui sont plus installés aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on ne peut plus rester figé sur les positions, mais on doit bouger. Enfin, on bouge en tout cas. Ouais. Et on teste, et on y va, et on voit. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages, Guillaume. Il y a Simon. Simon. J'en profite pour saluer tout le monde aussi. Bonjour Simon. Ouais, je voulais juste peut-être témoigner parce que
en la personne d'un projet qui n'est pas encore vraiment démarré. Et du coup, forcément, enfin, les interrogations se posent aussi. BAM devait démarrer voilà, à horizon septembre. Du coup, il y a des décalages qui sont anticipés, etc. Donc, je voulais juste apporter le témoignage par rapport à ça. Forcément, BAM BAM du coup réfléchit à son marché cible, cibler des grandes entreprises sur un engagement pérenne, à savoir l'installation d'un comptoir de restauration dans leur entreprise pour leurs salariés. Donc en ça, en fait, le marché est vraiment chahuté parce que d'une part, les entreprises n'ont pas envie de prendre de risques et s'engager sur du long terme dans ces périodes de brouillard. Et d'autre terme, les modes de restauration dans les entreprises même sont remis en question avec la distanciation sociale, en fait, avec un moment de convivialité qui sera peut-être plus partagé avec ses collègues. Donc ça interroge vraiment le marché. Donc dans ce schéma-là, BAM est en train de réfléchir sur deux plans. D'une part, développer plutôt une offre de restauration plus ponctuelle. BAM pensait à développer une offre traiteur, mais du coup, il y a peut-être une part d'activité plus importante qui va être développée sur du traiteur. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de s'appuyer sur ce qui est monté aujourd'hui par l'association Full Good, qui est de la distribution de repas à des personnes en grande précarité. Il y a un vrai besoin également sur Nantes Métropole. Et donc, il y a une réflexion qui est engagée aujourd'hui de dire comment est-ce qu'on peut en fait mixer les deux modèles avec un outil de production qui puisse potentiellement être commun entre les deux, avec des partenaires qui puissent être communs. Voilà, donc il y a une double réflexion sur et le marché et l'activité en elle-même. Voilà. Ouais. Merci Simon pour ce témoignage et qui fait aussi référence là à un aspect, un autre aspect qui vient aussi complémenter ce que disait Samuel et puis Sarah tout à l'heure, c'est la question du comment et peut-être à certains endroits de la mutualisation ou de la réflexion un peu plus collective qu'individuelle sur nos modèles. Voilà, ça c'est aussi effectivement un moyen de challenger son modèle ou un axe de réflexion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des partenariats, des alliances à aller chercher qui peuvent aussi consolider une position. Mais ça veut dire aussi, quand on dit challenger son modèle, c'est qu'on est sur des environnements qui bougent, qui vont encore continuer de bouger et que les opportunités vont continuer d'avancer en fait. C'est-à-dire que là, quand on va réfléchir sur l'année 2020, ça va peut-être encore continuer d'évoluer sur 2021. Donc, on est dans des environnements bougeants. C'est l'agilité à faire bouger les choses et surtout, je pense, à mettre en œuvre, sachant que finalement, peut-être on peut se poser une question à ce moment-là, c'est quel risque on prend si on fait bouger son modèle, quel risque on prend si on ne bouge pas, en fait. C'est toujours cette ambivalence, c'est-à-dire effectivement, quel risque on prend à ne pas le bouger, quel risque on prend à le faire bouger. Voilà, c'est aussi, et ça, c'est de l'appréciation de la vôtre, sachant que les marchés et les enjeux sur lesquels vous êtes, vous les connaissez parfaitement. En fait. Guillaume, je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages là-dessus. Non. Philippe, tu veux rajouter des choses là-dessus ou Pas forcément rajouter, mais un constat, c'est on voit qu'il y a eu effectivement des zones pivots de retournement sur les modalités de distribution dans deux cas sur les trois quand ils nous ont été présentés. Comment dire, entre la décision et la mise en œuvre, voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que là, on a un petit peu de recul, mais on a l'impression que finalement, ça a été très rapide sur cette réorientation-là. Sur Scopelli, on voit que ça a été très lié finalement à la capacité de mobiliser des personnes de cette fameuse brigade pour pouvoir l'assurer. Sur tête haute, on est sur quelque chose, le e-commerce, le e-shop, qui est peut-être un petit peu plus technique. Voilà, ça a demandé des moyens particuliers ou ça s'est fait, finalement, c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux et finalement la crise a plus été l'élément déclencheur. C'était un peu mon questionnement sur les trois témoignages. Samuel, peut-être, je fais.
Du coup, alors après, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un élément qu'on avait en tête depuis un moment, qu'on se gardait pour avec des contraintes un peu comme Scopelli, on s'était mis des barrières. Et en fait, on se rend compte qu'avec un élément déclencheur qui est plutôt néfaste ou négatif, on a la possibilité de transformer des fois de façon assez facile. Et après, bon, on est une petite structure, une petite équipe, mais il y a eu un temps de concertation. On a pesé un peu le risque, le pour et le contre, avec nos forces internes et la capacité un peu à le faire, avec un lancement quand même assez prudent, mais qui permet une phase test assez concrète. On a limité en fait, donc on a toutes les ressources pour le faire. Le paiement, tout fonctionne assez facilement il y a forcément une petite commission, mais le site est très intuitif. Et on a limité le champ d'action. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit qu'on allait couvrir 150 km, ce qui aurait été complètement totalement impossible à tenir. Donc, on a limité un champ d'action. Aujourd'hui, on voit qu'on a quelques demandes extérieures au rayon qu'on avait donné autour de notre implantation géographique. On avait donné 15 km, on a des demandes qui tournent à 30 km, on a des demandes sur Nantes. Donc, on va voir un peu comment on arrive à y répondre. Pour l'instant, on ne croule pas de fait sous les commandes, donc on va y répondre. Et on va affiner après, voir si ça peut se maintenir dans le temps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi, Vanessa, je voulais revenir par rapport à… Pardon, c'est Anne. Je voulais revenir par rapport à la notion de risque. Alors, sans parler du tout du modèle financier, mais effectivement, c'est plus pour rebondir et illustrer. Alors, je ne sais pas si c'est le bienvenu. Tout est bienvenu ici, en fait. D'accord, je ne sais pas quel temps est dédié au témoignage ou… c'est pour vous, en fait. Ok. Bon, en fait, moi, ça m'interroge, la notion de risque. Alors, pas sur le plan financier, mais parce qu'en fait, donc nous aussi, on a dû réinventer, entre guillemets, notre mode d'intervention. Alors, pour rappeler à tout le monde, donc nous, on est une association. On prend le relais des proches aidants à domicile pour éviter qu'ils ne s'épuisent. Donc, on s'occupe de la femme au quotidien pour que les dents puissent souffler. Et en fait, au départ, toute notre activité a été arrêtée. Puis finalement, elle a repris très rapidement parce que l'épuisement exponentiel au fil des semaines. Et donc, on a dû réintervenir autrement qu'habituellement. Et surtout, on a dû compenser la fermeture de tous les établissements qui prenaient en charge d'habitude ces personnes-là, donc les accueils de jour, les haltes répit, toutes ces structures qui ont dû fermer aussi très brutalement. Et surtout, on nous a orienté des familles qu'on ne connaissait pas, qui étaient très en difficulté, liées aussi à la fermeture de ces structures et liées au fait qu'ils devaient s'occuper de leurs proches à temps complet dans un cadre de confinement, c'est-à-dire dans un cadre insécurisant pour les deux. Donc, on a dû intervenir en fait sans faire d'évaluation, par exemple, à domicile au préalable, ce qu'on fait toujours d'habitude pour sécuriser l'intervention des intervenants à domicile. Et donc, on s'est lancé comme ça parce qu'il y avait un besoin, qu'on avait la ressource en face et qu'on pouvait y répondre. Mais dans quel, voilà, je m'interroge en me disant, c'est quand même un risque qu'on prend puisqu'on ne fait pas cette visite d'évaluation à domicile qui nous permet quand même d'avoir un certain nombre d'informations sur la famille, sur le relais qu'on va mettre en place. À la fois, ça nous permet quand même d'intervenir beaucoup plus rapidement que d'habitude puisque on a cette visite en moins, donc finalement, le délai est raccourci, on peut être beaucoup plus réactif. Et en même temps, je me dis que ce n'est pas non plus sécurisant de le faire en permanence. Alors, je me dis, peut-être qu'à la marge, ponctuellement, on pourra garder ce mode de fonctionnement pour des demandes peut-être urgentes ou qui sont loin géographiquement et pour laquelle on a la ressource en face, en sachant qu'on a quand même une équipe d'intervenants, on a 25 intervenants qui sont quand même, c'est des intervenants qui sont plutôt assez chevronnés, ils sont en seconde partie de carrière, ils connaissent bien leur métier, c'est une équipe sur laquelle on peut vraiment compter, donc qui prend le relais avec facilité. Mais voilà, ça m'interroge de me dire, on agit d'une manière qu'on ne se serait pas permis d'agir comme ça, en tout cas, il y a quelques mois. Là, on le fait par la force des choses. Donc ça m'interroge, me dire qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qu'on ne conserve pas, quel risque on prend. Oui, c'est sûr, il n'y a pas enfin, la logique, elle est pas non plus enfin, la logique, elle est forcément interrogative. Et quand je parlais tout à l'heure de risque, évidemment, c'était pas seulement à la réalité économique, c'est aussi le risque à la réalité c'est le risque à la réalité du sens aussi, et le risque à la réalité humaine.
Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes sur des modèles et globalement, les structures se sont structurées sur un sens, en fait. Sur quel sens on donne à nos actions, quel sens on donne à notre projet. Et est-ce que finalement, ces opportunités, elles ne nous dévient pas du sens que l'on avait donné initialement? Et alors là, évidemment, on est sur des témoignages de personnes qui ont saisi, en tout cas de structures qui ont saisi les opportunités sans tout à fait bouger du sens. Mais par exemple, j'ai accompagné une structure sur Rennes où effectivement l'opportunité qui était la leur d'aller sur des courses un peu du genre Deliveroo ou autre, ils ont refusé. C'était économiquement une très qui ne sont pas du tout connectés et on ne fait pas une visite d'évaluation à domicile de toute façon en visio. Donc nous, si, complètement, on est raccord là-dessus. Mais je me dis que voilà, par contre, on se permettra peut-être de le faire sur des situations d'urgence où on peut se permettre de répondre à un besoin sur lesquels les autres structures ou services ne peuvent pas répondre. Et du coup, Anne, ça renvoie après je vais laisser Philippe, mais après, ça renvoie du coup à la nécessité de réinterroger, réaffirmer la notion de comment on conduit notre mission désormais, en fait. Voilà la période voilà la manière dont on posait nos missions, voilà la période à la réinterroger ça dans nos missions. Maintenant, effectivement, comment on pose effectivement le cadre de nos missions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on s'interdit, au regard aussi du sens que l'on donne et de la faisabilité humaine au travers de ça. Ce n'est pas que économique la notion de risque, loin de là. L'opportunité, elle est souvent économique, mais derrière, il faut mettre aussi une réalité de sens et une réalité humaine parce que vos équipes, vous ne pouvez pas non plus les emmener à un 360 de sens. Tout à fait. Et ça va être ça l'enjeu de cette crise, c'est le 360 de sens aussi. Merci Vanessa de m'avoir donné notre prochain sujet de CA. Ça tombe bien, mercredi prochain en visio. Donc ça y est, je vais pouvoir avancer. Je ne savais pas quoi leur dire, mais là c'est bien. Philippe? Je trouve le témoignage extrêmement intéressant, justement parce que le risque n'est pas porté ou l'opportunité n'est pas portée sur l'opportunité n'est pas portée sur l'économique. Alors encore que ça peut être le cas, mais plutôt même sur le sens. C'est-à-dire là, ce que j'ai compris de ce que vous disiez, Anne, c'est que la situation, par rapport au sens de votre second souffle, vous a amené aussi à aller sur la prise en charge de personnes qui n'étaient pas dans votre cercle premier. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une extension de votre champ, du cercle des personnes que vous touchiez habituellement. Et c'est plutôt, je trouve, le sens qui a un peu gonflé. Et ce qui est interrogé, c'est par contre, dans ce sens-là, le risque qui est pris. Donc, je trouve que c'est encore un peu différent des cas qui ont été présentés différemment. C'est même un autre cas de figure dans la réflexion entre justement les questions, l'équilibre entre le projet, son sens, le modèle économique, et puis bon, le modèle financier, on n'en parle pas, mais je le rajoute, c'est mon leitmotiv. Ok, merci. Donc voilà, donc challenger, ce n'est pas forcément tout mettre en l'air, mais c'est aussi réinterroger et réaffirmer parce qu'on traverse une période qui a forcément fait bouger des lignes à l'image de ce qu'on vient de dire. Alors, j'ai repris ici quelques modèles. Alors, vous les aurez parce que ces documents vont vous être évidemment remis, mais c'était à l'instar de ce que nous avait dit Tête Haute et puis les coursiers nantais. En tout cas, dans cette situation, en fait, dans un contexte où cette crise a vraiment arrêté un pan entier de l'économie. Du coup, voilà, quels ont été les pivots, comment ils ont été organisés, sachant qu'effectivement, si cette crise elle a enlevé un pan entier de l'économie, elle a en revanche, et c'est vrai pour ce que j'ai appelé ici le consommateur payeur, en fait, celui qui consomme le produit qu'on vend et celui qui paye la prestation que l'on vend, c'est-à-dire en gros, là pour le cas, c'était les particuliers. En tout cas, lui,
il s'est retrouvé disponible. Au-delà, effectivement, qu'il y avait une partie du pan économique qui était arrêtée, hein, les CHR, etc., enfin les bars, restaurants, etc., on a eu aussi des effets de disponibilité, temps et aussi pouvoir d'achat de ces clients particuliers. Donc l'enjeu, voilà, ça a été de se rapprocher et de pivoter sur cette notion de client. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que c'est durable ou pas durable? Ça réinterroge d'autres axes et probablement d'autres réinterrogations ou d'autres réaffirmations du modèle au sortir de cette crise, en fait. Voilà. Mais là, il y a eu effectivement plutôt sur tête haute un pivot sur les clients, hein, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché du consommateur-payeur, alors que là, on a plutôt travaillé sur la notion d'offre et la notion de positionnement. Voilà. Voilà, ça réillustre juste ce qui nous avait été exprimé la semaine passée, en espérant que les données ne soient pas trop erronées. Je le souhaite. Si tel était le cas, il faut me le dire. Samuel? C'est bon? Oui, au niveau, je reparcourais le tableau là, et les données sont bonnes, c'est tout à fait ça. Et donc effectivement, pour compléter, il y a le rapprochement client final qui est très intéressant, le contact client. Et il y a aussi en interne la volonté de créer de l'emploi d'insertion sur un poste de livraison qu'on a du mal à développer. Il y a en fait, un poste en insertion pour livrer des fûts qui pèsent 40 kg, pour nous, c'est un peu le point bloquant. Par contre, livrer des bouteilles, des cartons à l'unité qui pèsent moins de 6 kg, du coup, c'est un enjeu qui est plus facile à mettre en place et beaucoup plus adapté à un emploi d'insertion sur lequel on ne veut pas faire porter des charges trop lourdes à nos salariés. Ça vient compléter en plus un planning de livraison qui aujourd'hui, en temps normal, on était à 3 jours de livraison par semaine et on en ajoute 1 à 1,5. Donc en fait, ça fait quasiment un temps plein. Donc pour nous, c'est un lancement, test, mais avec peut-être cette idée de dire ça va peut-être nous aider à créer cet emploi de chauffeur libre. Voilà. Ah. Oui. C'est vrai, Samuel, c'est que quand on va réinterroger effectivement et bouger ou pivoter sur le client, ça réinterroge la notion effectivement de distribution, de modèle de distribution et de coût de distribution, en fait. Parce qu'il est beaucoup plus éparpillé et moins en volume que sur cette partie-là. Donc, il ne s'agit pas juste de se dire on se rapproche du client consommateur-payeur, il s'agit derrière de faire bouger son organisation et son modèle. Et pour le coup, effectivement, quand on parlait tout à l'heure de risque à bouger ou risque à pas bouger, on peut avoir un risque à faire bouger une organisation qui n'est pas prête ou qui n'est pas dédiée à aller massivement sur du client. Voilà. Vous, il y avait une certaine maturité à y aller, mais il peut y avoir des organisations où c'est dangereux d'y aller parce que soit c'est pas prêt, soit effectivement la structuration est insuffisante. Donc il faut faire gaffe aussi à bouger. Hein. C'est pas juste on décide d'aller vers le client, c'est comment effectivement mon organisation bouge et est prête à bouger là-dessus. Il faut faire attention. Hein. C'est pas que. Ouais, Philippe. La dimension financière à prendre en ligne de compte. Hein. Là j'imagine dans le cas de tête haute, comme on est sur du paiement en ligne, on a un paiement rapide de la prestation. Mais dans ces réinterrogations du modèle économique, de l'organisation, ça peut aussi interroger les modalités, les délais de paiement, du coup, qui peuvent avoir des impacts aussi sur la trésorerie. Donc cet aspect-là, là aussi, est à prendre en compte, notamment en termes de délai, dans un sens ou dans un autre. Hein. Là, on voit que sur le cas qui est présenté, je l'imagine, hein, vous me confirmerez, Samuel, mais voilà, on imagine que c'est plutôt de nature à réduire les délais. Si on a quelque chose qui est très opportun en termes de relations clients, qui est faisable en matière d'organisation interne, mais qui génère par contre des délais beaucoup plus importants pour être payés, il faut quand même s'assurer, avant de le mettre en œuvre, qu'on a bien la surface financière ou la capacité à aller la générer avec de l'emprunt extérieur avant de le mettre en œuvre. C'est vraiment toujours cette alerte sur ce que les décisions organisationnelles et liées au modèle économique peuvent avoir sur les questions financières.
Sachant que, pour compléter ce que tu dis, Philippe, c'est que s'agissant là du cas qu'on a évoqué, mais quand on pivote en général sur cette dimension-là, on ne va pas compenser du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on ne compense pas le chiffre d'affaires perdu. On va sur un autre segment chercher de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires, en fait. Donc là, le temps que ça monte en régime, on ne récupérera pas 45% du chiffre d'affaires sur les clients particuliers. Donc, il faut l'intégrer aussi dans cette faisabilité financière. Je pense que l'enjeu des opportunités, il ne faut pas le voir comme une compensation du chiffre d'affaires perdu, mais comme effectivement des positionnements ou des repositionnements temporaires ou durables d'activité. Parce que si effectivement on court, et on le voit bien dans les discours qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, on va rattraper le chiffre d'affaires perdu, mais là on emmène l'organisation dans un truc dingue, hein, dans un truc fou. L'enjeu, c'est effectivement de se dire, on va effectivement se positionner ou se repositionner, pas forcément dans une logique de compensation du chiffre d'affaires. La perte de chiffre d'affaires va trouver des éléments de réponse en trésorerie sur les outils mis en place pour financer les trésoreries. Voilà. Je pense qu'il faut aussi, quand vous travaillez ou vous réaffirmez ou vous rechallengez votre modèle, se dire et peut-être affirmer qu'on n'est pas dans une logique de compensation du chiffre d'affaires perdu. Je pense que pour certaines personnes, ça va être important de l'entendre en fait. Et de dire qu'on ne va pas courir après un truc qu'on n'a pas fait. Ça ne sera pas la même logique, voilà. Et notamment vis-à-vis des salariés. Philippe, tu veux rajouter autre chose ou peut-être il y a des… Non, c'était juste la petite pastille. Peut-être écouter les participants sur cette dimension, s'ils ont des éléments à ajouter ou des témoignages à apporter. Samuel ? Juste un point de détail, il y a cette possibilité-là. Donc, l'avantage de la vente en direct, c'est effectivement un paiement qui est direct, sans délai. Beaucoup de nos clients pro pour les parties magasins, cavistes, nous ont proposé, on ne l'a pas activé parce qu'on n'en a pas encore la nécessité, mais nous ont proposé de réduire les délais de paiement. Donc, ça pourra peut-être être un effet levier aussi de réduire, au lieu de nous, on est à 30 jours, on pourra peut-être réduire à une quinzaine, voire à certains clients qui fonctionnent bien, nous ont proposé un paiement direct. Donc, pour d'autres structures, ça peut être une des idées c'est de la négociation, les gens sont plus ouverts aussi à écouter les difficultés de leurs partenaires. Voilà. Je voulais également faire une participation sur cette partie-là. Donc François est coursier nantais. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Bonjour François. Donc nous, on travaille essentiellement quand même avec en B2B actuellement, même si on a lancé une plateforme B2C qui apporte justement le paiement direct, qui est intéressant et qu'on n'avait pas jusque maintenant d'ailleurs, et qui apporte un petit flux financier quand même non négligeable, mais la majorité reste du B2B et justement nous on est payé 30 à 60 jours plus tard, voire même plus. On a certains clients qui sont très mauvais payeurs et là on a eu l'opportunité d'avoir un nouveau contrat qui vient de se lancer avec une dizaine de librairies nantaises. Qui est plutôt sympathique. Et on a eu quelque chose que l'on ne connaissait pas, c'est tout simplement un acompte. Ils nous ont proposé un acompte sur le volume qui va être fait. Et, bon, pour nous, c'était une grosse surprise qu'on trouve très agréable. Et justement, sur cette situation économique un peu compliquée, qu'on trouve bien sympathique. Et du coup, ma question, c'était, bon, là, on a eu de la chance parce que c'est eux qui l'ont proposé. Hein. Je ne vais pas mentir que d'avoir réussi à avoir quelque chose que… Non, c'est eux qui nous l'ont proposé. Mais qu'est-ce que l'on a comme argument pour pouvoir justement inciter davantage des clients professionnels en B2B pour cela? Et si jamais on n'arrive pas à avoir, qu'est-ce qu'il y a comme aujourd'hui comme outil pour pouvoir avoir un fonds de roulement suffisant et continuer à grandir? Voilà. Nous, on est quand même dans cette optique en ce moment où on sait qu'on va récupérer nos clients qui ont fermé avant la crise. Et donc, vu le développement qu'on a eu avec la crise en plus, il y a une possibilité qu'on explose un petit peu. Et évidemment, on n'a pas envie
de se retrouver dans une mauvaise situation de fonds de roulement avec certains qui nous font des impayés à 30, 60 jours assez conséquents, des fois. Même si, aujourd'hui, je préfère le dire, nos plus gros clients sont les meilleurs payeurs. Donc, on n'est pas encore dans cette difficulté, mais c'est quelque chose que je souhaite anticiper. C'est ça que je veux dire. Philippe? Ouais, je suis assez étonné des délais, en fait, parce que, alors, je ne connais pas bien votre activité, hein, François, mais j'avais l'impression d'une activité où il y avait une forme d'immédiateté, c'est-à-dire une commande, la prestation de livraison, et alors, un paiement immédiat comme on peut avoir dans la restauration, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne m'attendais pas à des 30 ou 60 jours. Je fais ce préalable parce que hier, j'avais une entreprise du bâtiment qui pratique des acomptes, mais avec un argument qui est un peu massue, c'est qu'elle a besoin d'acheter les matières premières. Donc voilà, c'est assez facile à vendre à ses clients qu'au moment de la commande, il y ait un acompte qui soit pratiqué, de mémoire qui était de 30%. Et puis voilà, ensuite un paiement à la livraison du chantier, sachant que c'était une boîte qui était sur des chantiers qui sont sur des durées assez courtes. Donc en trésorerie, ils ont trouvé un équilibre sur cet argument-là. Donc je n'ai pas de réponse par rapport à l'argument. C'est vrai que quand des habitudes commencent à être prises avec des clients sur des délais de paiement, c'est parfois compliqué de les faire se réduire parce qu'eux-mêmes sont pris dans une forme d'inertie par rapport à leur propre trésorerie. L'effet crise peut être un élément, et puis cette bonne surprise finalement qui est une opportunité qui vous tombe dessus. Mais voilà, peut-être essayer de tenter avec des clients plus habituels, compte tenu de la crise vécue, de pouvoir commencer à introduire cette notion d'acompte et voir comment ils réagissent. Ça peut être à tenter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa. Ouais, c'est une relation client, c'est une relation avec chaque client. Il n'y a pas de. Dans toutes les structures, même hors crise, il y a pas les modalités de paiement en général sont client-fournisseur. Alors, on avait un système avant qui fonctionnait à peu près bien, qui était les assureurs crédits, qui permettent aussi de sécuriser. Aujourd'hui, ils ont complètement quitté le navire déjà depuis la fin décembre. Ils avaient déjà commencé à quitter le navire depuis la fin décembre, donc ils assurent absolument plus rien. Donc, on revient dans une situation qu'on avait connue en 2008, qui est la confiance interentreprise. Et quand on parle de confiance interentreprise client-fournisseur, c'est-à-dire qu'il faut aller la construire avec chacun de ses clients, en mesurant aussi en essayant de mesurer la santé financière de ses clients. Donc, les interroger sur ce qu'ils ont mis en œuvre au niveau de leur trésorerie, mesurer ce qu'ils ont perdu de chiffre d'affaires. Enfin, c'est vraiment renouer aussi sur ce champ-là, sur ce champ financier, sur ce champ paiement, une relation avec le client et essayer de trouver un rapport gagnant-gagnant aussi. Parce qu'effectivement, les clients sont aussi touchés par la crise, mais il faut y aller client par client, tenter les choses, tenter effectivement cette notion de paiement, mais aussi pour vous sentir la situation, sentir à travers 2-3 questions la situation financière de vos clients et les mesures qu'ils ont pu mettre en œuvre. Voilà. Par exemple, après je vais te laisser la main, mais par exemple, j'ai un client, moi, il a envoyé en tout cas, les commerciaux et les clients, les commerciaux ont envoyé à chacun de leurs clients une note en leur disant qu'effectivement, il y avait des prêts de trésorerie garantis par l'État mis en œuvre, en fait. Du coup, que s'ils avaient des difficultés financières, ils pouvaient faire appel à des prêts de l'État. Voilà. Donc, donc, il y a eu un accompagnement du fournisseur au client pour dire qu'effectivement, il y avait des solutions de financement de trésorerie. Voilà. Mais ce qui me venait en tête Philippe. Ouais. Ce qui me venait en tête en complément, c'est qu'il y a peut-être aussi, François, si ta capacité à connaître les pratiques de ton marché, de tes concurrents,
Ça peut être un élément aussi qui permet de connaître tes marges de manœuvre dans ta négociation avec ton client. Et puis, ce que je dis souvent aux structures, notamment au CES, il y a parfois un rapport à l'argent et un rapport à la valorisation de son propre travail qui est parfois un peu négatif. C'est-à-dire, on se met un peu en dessous, on n'ose pas valoriser vraiment le service qui est apporté. Ces questions de délai de paiement sont aussi des rapports de force. Alors, c'est un rapport de force avec un client, donc il faut bien mesurer le risque qu'on y prend, mais il faut se dire que le client aussi a un intérêt à faire appel à nous. Alors, est-ce que cet intérêt, il est sur la qualité de notre service ou est-ce qu'il est sur des délais de paiement qui leur sont particulièrement favorables? Ça peut être une clé de lecture aussi pour pouvoir introduire des logiques d'acompte qui sont complémentaires à cette réflexion qui se pose à vous. Donc voilà, la connaissance des pratiques du secteur, si vous en avez la capacité, ça peut être un élément qui vous donne des marges de manœuvre. Et puis la valorisation du service que vous apportez et du coup, le fait que cette valorisation puisse aussi trouver sur la réduction des délais de paiement des clients pour consolider votre trésor. Je te repasse la parole, Vanessa. Oui, peut-être juste un tout petit point sur le temps qui passe. On approche de la moitié de l'atelier. On avance. Ok. Super, merci. Mais ça fait partie aussi des éléments que la crise a réinterrogé aussi, en fait, hein, toutes ces notions voilà, de règlement, de délai de règlement, et qui impactent directement le modèle économique et la trésorerie. En tout cas, effectivement, si on parle d'opportunités, alors globalement, en fait, alors on a trois situations. C'est extrêmement schématique. Hein, c'est extrêmement schématique. On ne se dit pas on est en 1, en 2 ou en 3, ce n'est pas l'objet. Mais globalement, finalement, cette crise, elle a impacté soit sévèrement, soit partiellement, soit pas du tout, les activités sur lesquelles on est. Pour autant, où qu'on soit, même si effectivement cette crise n'a pas impacté du tout la situation et l'activité dans laquelle on est, et on vient largement d'en échanger, de toute façon, notre environnement a changé, en fait. Notre environnement a évolué, nos clients ont bougé, nos fournisseurs se sont pris aussi probablement les impacts de la crise et des impacts sur leur modèle économique. Donc l'enjeu, c'est de se dire, quand on va travailler sur ces opportunités, c'est où est-ce qu'on va et finalement, quelle route on prend, sachant que l'enjeu, c'est le chiffre d'affaires et la marge. J'ai volontairement évacué la notion de la trésorerie, puisque la trésorerie, aujourd'hui, elle trouve des solutions de financement. Il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a des accès au financement pour sécuriser des trésoreries. Maintenant, effectivement, sécuriser des modèles de chiffre d'affaires et de marge, quand bien même on est impacté aujourd'hui, ou on le sera demain, ou pas encore, mais peut-être demain, c'est comment, voilà, sur quelle route on prend et quel sens on donne à ça pour effectivement retrouver ou trouver effectivement le modèle de chiffre d'affaires et de marge demain. Et quand on parle de ça, ça veut dire que, et c'est tout ce qu'on vient de dire en fait, ça veut dire que globalement, on va aller soit réinterroger, soit réaffirmer les marchés sur lesquels on est, les clients avec lesquels on travaille, l'offre que l'on a déployée, l'organisation, parce qu'on est aussi dans des organisations où humainement, on a vécu des choses et on en vit encore. Donc, comment effectivement, si on fait bouger une partie de ses clients, une partie de son offre, comment l'organisation bouge autour de ça. Et puis, évidemment, il faudra convaincre ces parties prenantes. Hein, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Il ne s'agira pas juste d'aller dire j'ai fait bouger mon modèle économique ou j'ai besoin, je sais pas, de 5 000 €. C'est globalement comment on convainc et on embarque les parties prenantes dans l'affirmation ou la réinterrogation de notre modèle. Alors, pour ça, au fait, alors c'est globalement, je vous l'ai dit, hein, l'enjeu, c'est d'y aller aussi de manière simple. Hein, ça ne sert à rien de se mettre la tête à l'envers dans des périodes compliquées. Il y a déjà suffisamment de complexité dans nos environnements. L'enjeu, c'est effectivement d'y aller de manière simple en se reposant les questions de base qui animent nos quotidiens et qui animent nos modèles. Donc, je vous les ai mises ici. L'enjeu, ce n'est pas de tout faire bouger. L'enjeu, c'est réinterroger et peut-être réaffirmer des choses. C'est extrêmement important. Et la première,
pour faire aussi écho à ce que disait Anne tout à l'heure, qui est moins économique, moins financier, mais qui est le sens de nos actions et les valeurs. C'est-à-dire que on a construit nos activités, nos projets, nos entreprises sur des valeurs et sur un sens de ce qu'on faisait. Est-ce que cette crise, elle a balayé d'un revers de main le sens et les valeurs? Ça, c'est probablement la première chose à réinterroger, ou peut-être à réaffirmer en tout cas, et qui sera dans le contexte qu'on est avec toutes ces incertitudes, qui sera le socle de certitude sur lequel on va continuer d'exercer. Et ça, c'est extrêmement important, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a certaines entreprises qui ne sont pas allées saisir des opportunités pour autant attractives financièrement parce que ça les éloignait du sens qu'ils ont donné à leurs actions et qu'elles ont senti qu'effectivement le risque, c'était de faire vriller leur modèle économique à moyen terme. Donc, elles ont trouvé des moyens de tenir à court terme, mais en maintenant fort, haut et fort, et en réaffirmant le sens de leurs actions. Et quand on dit ça, il ne s'agit pas seulement de le réaffirmer ou de l'affirmer, mais il s'agit aussi de le communiquer, probablement. Guillaume, tu voulais intervenir? Non? Pardon. Donc, du coup, j'avance. Sur la deuxième interrogation qu'on peut avoir, c'est de se dire, c'est la notion du quoi, en fait. Alors, je l'ai mis de manière binaire entre le avant et le maintenant. Vous avez vu, je n'ai pas mis demain. Ça veut dire qu'effectivement, c'est à maintenant, en fait. Et là, je vous ai juste pris un exemple de deux entreprises que j'ai pu accompagner là sur la période, qui sont des agenceurs d'espace. Donc, c'est deux entreprises qui sont déjà positionnées. Donc, ils font tout ce qui est fabrication et pose de meubles, notamment pour les magasins. Et en fait, dans leur cœur business, dans leur offre, en fait, alors, il y en a un qui a basculé sur la notion de sécurité. Vous savez, d'équiper les magasins en éléments de sécurité sanitaire pour les salariés et pour les clients. Donc, ils ont clairement affiché dans leur offre et dans leur cœur business le fait qu'ils étaient effectivement des spécialistes des espaces de vente, donc des ventes en fait. L'enjeu, c'est quand on aménage un magasin, l'enjeu, c'est effectivement de favoriser, d'accélérer, de mettre en place en tout cas des outils qui accélèrent les ventes clients, mais ils sont aussi allés sur l'enjeu de la sécurité. Ça veut dire que sur des dirigeants qui ont en préoccupation leur modèle économique, c'est-à-dire leur volume de vente et la sécurité sanitaire de leurs clients et de leurs collaborateurs, pour le coup, j'ai une entreprise qui a déployé une offre et qui a communiqué sur ces deux axes-là. Donc, elle a bougé de spécialiste de l'aménagement de vos espaces de vente en spécialiste de vos espaces clients, globalement, en assurant ces notions de vente et de sécurité. Et à l'inverse, j'ai une autre entreprise que j'accompagnais qui est sur le même segment et qui n'a absolument pas bougé de son cœur de métier, considérant qu'ici, aller sur le domaine de la sécurité, c'était totalement éphémère et ça la faisait bouger beaucoup trop de son cœur métier et de ce pourquoi elle était positionnée. Donc, j'ai une autre entreprise qui est restée sur cet axe-là, un spécialiste de l'aménagement de vos espaces de vente et qui n'est pas allé du tout sur l'aspect sécurité, fabrication d'outils de sécurité pour les collaborateurs et les clients. Moi, je ne sais pas dire quelle est la bonne stratégie et évidemment, je serais bien mal placée pour le faire. En tout état de cause, il y a eu des affirmations ou des positionnements qui ont été œuvrés aussi par rapport à ce qui préoccupe les dirigeants dans leur tête aujourd'hui, c'est-à-dire leur modèle économique et la sécurité sanitaire de leurs collaborateurs et de leurs clients. Voilà. Donc, voilà un exemple. En tout cas, ça, c'est de se dire, si on ne le bouge pas, en tout cas, on le réaffirme. Si on ne bouge pas, en tout cas, on le réaffirme. Et c'est extrêmement lisible dans la communication qu'ils ont aujourd'hui vis-à-vis, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a fait bouger notre offre, notre cœur business, ou est-ce qu'on l'a maintenu tel qu'il était? Et ça veut dire aussi que globalement, ils ont réaffirmé leur positionnement, les deux ont réaffirmé leur positionnement moyen haut de gamme. Ça veut dire qu'en réaffirmant ce positionnement-là, ils ont pris le parti de ne pas bouger leur politique de prix.
hein, c'est-à-dire qu'ils sont sur un marché où les volumes sont plus bas, il y a beaucoup moins de demandes. Par contre, ils maintiennent leur positionnement et pour l'instant, ils ne bougent pas leur prix client. Donc ça aussi, ils l'ont réaffirmé en interne, de ne pas toucher à leur positionnement et à leur politique de prix. Là, ils ont pris des virages différents. Pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, Guillaume, ou non. L'autre question qui peut être se poser, et on en a largement parlé tout à l'heure, en fait, c'est la notion du qui, c'est la notion des clients, en fait. Sachant que dans cette crise, hein, on l'a vu tout à l'heure, on a aussi des modèles économiques qui n'ont pas bougé ou qui ont même été très attractifs dans la période et qui se sont saisis de cette période-là. En tout cas, il n'y a pas de problématique. En tout cas, l'enjeu, c'est aussi de se poser cette question-là. Est-ce qu'on bouge sur nos clients? Comment on se rapproche d'eux? Comment on crée ce lien effectivement de proximité avec eux, hein, quels qu'ils soient? Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les rapports avec les clients, ils ont quand même bougé. Hein. L'enjeu, ça a été effectivement de mettre en place de la proximité et du rapprochement. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant vis-à-vis d'eux? Comment on va les chercher? Comment on les atteint? Et quel dialogue aussi on a avec eux, sachant qu'ils ont besoin, ces clients-là, d'être sécurisés et d'être rassurés. Pas seulement sanitairement, ils ont aussi besoin d'être rassurés sur le fait que les structures qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'elles seront là demain encore? Est-ce que, Anne intervenait tout à l'heure, est-ce que sur le modèle effectivement des aidants à domicile, est-ce que moi je suis sécurisée sur la capacité de cette structure à être là encore demain? J'ai besoin d'être rassurée là-dessus parce que moi j'ai ma problématique personnelle à gérer en fait. Donc ça c'est important. Alors après il faut employer les mots qui sont pertinents, mais il n'y a pas que la sécurisation sanitaire qui est importante, c'est aussi la capacité de la structure, quels moyens elle met en œuvre pour être là encore demain. Donc, vous voyez que le rapport au client, il change un peu. Hein. Aller sécuriser, rassurer un client, pas sûr qu'on le faisait beaucoup avant. Bah là, ils ont besoin aussi d'entendre des mots différents. J'avance. Et puis voilà, et puis nos marchés, hein, est-ce qu'ils ont bougé? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Tête Haute ou avec Anne, en fait. Hein, c'est-à-dire que voilà, on est sollicité, on a des demandes qui ouvrent. Alors, on n'est peut-être pas effectivement au niveau régional ou national, mais voilà, comment aussi on maîtrise ce qu'on fait sans exploser nos coûts de distribution ou nos coûts de fonctionnement. Voilà, quelle est notre capacité humaine et financière, humaine aussi, hein, et financière, à faire bouger nos marchés. L'exemple que je vous prenais tout à l'heure sur les agenceurs d'espace, certains ont effectivement, l'un d'entre eux a bougé d'un marché régional à un marché national, et certains sont même allés sur la notion de logement en fait. Hein, on est sur des intégrations aujourd'hui de télétravail, donc comment on apporte sur l'activité logement une offre effectivement agenceur télétravail sur cet aspect-là. Donc il y a aussi des opportunités, il faut faire attention à bien les maîtriser. En tout cas, est-ce que nos marchés bougent aussi? Et puis, évidemment, hein, on est sur un temps très court terme, hein, je vous l'ai dit, on n'est que maintenant, on n'est pas demain, parce qu'il y a trop d'inconnus qui nous entourent encore pour avoir des réponses à moyen, long terme à ces questions-là. La question, c'est de se dire, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? C'est un élément important. Est-ce que c'est faisable ou non faisable humainement et financièrement? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir des opportunités à faire bouger son modèle économique si on a une équipe qui n'est soit pas prête, soit pas à maturité, soit pas... Enfin, on ne va pas pouvoir emmener son équipe dans n'importe quel champ d'opportunité, encore une fois. On peut avoir tous les moyens financiers de la Terre si on n'est pas... si on n'a pas effectivement, si on ne sent pas la maturité de l'équipe ou la compréhension de l'équipe à aller sur ces opportunités, il faut se réinterroger sur la saisie de ces opportunités. Voilà, c'est extrêmement important. En tout cas, ce qu'on a appelé à plein de moments vos richesses, hein, vos richesses humaines et financières, elles peuvent vous mener sur le chemin des opportunités, mais pas tout le temps. Voilà, il faut aussi réinterroger ça.
voilà, et sur la question du combien, je laisse Philippe intervenir là-dessus. J'avais, si possible, juste une question. Ouais. Sur donc la flexibilité, l'adaptabilité par rapport un peu à ce qui peut se présenter à nous. Ouais. Dans le maintenant, le quasi immédiat et pour fin 2020, il y a des solutions qui peuvent paraître assez simples, assez évidentes, mais encore une fois qui vont nécessiter une petite partie d'investissement pour s'adapter ou d'investir, même de façon assez légère. Et nous, ce qu'on a pu, alors déjà, ça a fonctionné, mais on a eu de grandes difficultés à pouvoir actionner les dispositifs PGE, voire soutien BPI qu'on n'a même pas obtenu du coup. Mais ça a pu fonctionner. Donc là, c'est sauvé pour moi. Mais quand on pose un peu, qu'on sonde un petit peu les dispositifs de prêt en période de crise, je pense que là, on va pouvoir… ça me semble beaucoup plus compliqué. Et on comprend la réticence aussi de nos partenaires financiers, mais il va falloir qu'on s'adapte pour résister. Investir, donc emprunter même sur des modèles qui vont être plus soft, mais il va falloir qu'on emprunte un peu dans une période de crise où en fait on nous dit mais vous avez peu de visibilité, personne ne sait. Donc c'est là où en fait on met un petit bémol, c'est-à-dire qu'on porte, c'est comme ça, mais on porte les risques et avec ce qu'on a aujourd'hui, avec des difficultés à pouvoir aller chercher des financements. Ouais. Si Philippe, je peux m'exprimer sur cet aspect. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. En fait, je reviens un petit peu à la frise du départ. C'est-à-dire que le monde financier, tout de suite, quand la crise est arrivée, il a pris la mesure de ce que ça allait pouvoir générer et assez rapidement, il y a des choses qui se sont mises en place, notamment sur les structures qui avaient des prêts en cours pour les rééchelonner, pour redonner un peu de souffle de trésorerie et au moins que les dirigeants puissent se reconcentrer sur des questions organisationnelles, sur des questions de tout ce qu'on vient de dire, hein, de lien avec le marché, que la dimension prêt en cours soit plus une dimension, soit une préoccupation du moment. Ça, c'est le premier point. Et là, on revient dans une dimension où les prérogatives financières un peu habituelles reprennent leur cours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir un effort, y compris de la puissance publique, y compris des instances financières, pour réinjecter des liquidités dans le monde économique ou en tout cas éviter qu'il y ait des césures de trésorerie sur les remboursements. Mais les règles de risque qui sont celles du monde financier, là qu'on commence à reprendre leurs droits, c'est majeur parce que c'est tout le sens un peu de mon propos, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a des besoins de relance. Dans certains cas de figure, ça peut être complètement suivi par les financeurs extérieurs. Dans certains cas de figure, ça peut coincer parce que les conditions de risque pour le financeur, mais aussi pour la structure, sont posées. Donc, je pense que c'est quand même une garantie que le monde financier ne soit pas dans une ouverture des vannes complète et conserve des règles qui s'appliquent à elles, mais qui s'appliquent aux structures en termes de bonne gestion. Je vais en donner une qui est assez simple à comprendre, c'est le ratio entre les fonds propres, donc ce que la structure a comme argent à elle, et puis ce qui est emprunté. C'est-à-dire, si la structure vit que par emprunt et a très peu de fonds propres, ça veut dire qu'elle est complètement soumise à des financeurs extérieurs, ce qui peut limiter son autonomie et ce qui met en risque les financeurs extérieurs. Donc, il y a vraiment ces éléments-là à mesurer justement dans les éléments de la relance sur les moyens qui sont nécessaires. Après, la qualité du dialogue avec les financeurs, c'est majeur pour justement leur faire comprendre la nécessité de pouvoir suivre encore sur on va dire, des nouveaux prêts pour qu'ils aient une certaine confiance pour le faire. Mais ça ne peut pas se faire juste comme ça parce que
en tant que dirigeant, on est persuadé que le coup d'après sera meilleur. C'est une prudence qu'il faut avoir collectivement. Et du coup, ça met en lumière un petit peu la slide précédente de Vanessa sur les outils, le prévisionnel, donc sur l'économique, le plan de trésorerie et le plan de financement, qui sont là plutôt des outils de dialogue. L'un, le plan de trésorerie, est un outil de pilotage et de visibilité du dirigeant par rapport à sa situation de trésorerie, mais aussi un élément de dialogue parce que c'est ce qui permet d'anticiper et de pouvoir aller chercher les soutiens extérieurs au bon moment et pas au dernier moment parce que les financeurs, les banquiers en particulier, ont du mal à gérer. Et puis, le plan de financement aussi, là, vraiment comme un outil de dialogue avec ces sphères financières, puisque c'est bien la projection de ce qu'on souhaite faire en mettant en relation à la fois nos besoins, les besoins d'investissement nouveaux, les besoins de trésorerie qu'il faut pas minimiser parce que le développement, le redéploiement sont en règle générale, de manière un peu théorique, mais qui se vérifient dans la situation générateur de besoins de trésorerie en augmentation. Donc voilà, il faut véritablement peser cette trésorerie, essayer de l'évaluer au plus près pour bien peser dans la balance les besoins. Et puis après, c'est les ressources qu'on peut mettre en face. Donc les ressources, là, si on va chercher des financements extérieurs, il y a évidemment les prêts ou les subventions d'investissement. Et puis, il y a ce que l'économie de la structure est en capacité d'elle-même de générer, c'est la capacité d'autofinancement. C'est très important de poser ça vraiment sur le papier. Déjà, nous, pour mesurer le réalisme de ce qu'on projette, et puis être en capacité de le promouvoir et de dialoguer avec les financeurs externes, avec finalement un logiciel et un langage qui comprend. Alors, les financiers ne comprennent pas que les plans de financement, ils comprennent quand on leur parle aussi. Mais le plan de financement est un bon outil pour ce dialogue-là. Peut-être Simon de BAM qui a demandé à prendre la parole. Ouais. Et bien, effectivement, je voulais revenir, mais ça fait un peu écho à ce que tu disais, Philippe, aussi. Moi, je m'interroge beaucoup aussi sur la transition entre ce avant et ce maintenant. En fait, c'est pas un interrupteur qu'on va tourner et on va pouvoir présenter un nouveau modèle économique aux financeurs, mais aussi aux partenaires sociaux. Enfin voilà, moi je pense pour le cas de BAM aux actionnaires. Je pense à France Active aussi qui sera sollicité. Je pense à la Directe qui a octroyé le conventionnement à BAM. Il y a beaucoup de partenaires qui sont impactés par ce changement d'activité. On leur a, je dirais à un instant T, vendu un projet. Il y a eu une analyse de faisabilité qui a été réalisée sur cette activité-là, etc. Potentiellement, à terme, c'est une activité différente, transformée, adaptée. Moi, je me pose pas mal la question et je serais intéressé d'avoir vos retours d'expérience en termes de timing, en termes de communication. Moi, je ne me vois pas aller voir mes actionnaires maintenant en leur disant je m'interroge sur un nouveau modèle économique en leur apportant pas une sécurité derrière, en fait. Donc, quel timing, quelle communication, voilà. Vanessa, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Alors, je dirais que la première chose que je peux dire, c'est que l'environnement et la structure même de vos parties prenantes ont elles-mêmes évolué, en fait. Il n'y a pas que et ont été impactées. C'est-à-dire que dans ce qui vient de se passer, toutes les parties prenantes ont été impactées. Donc, le fait, effectivement, de revenir avec des réinterrogations ou des évolutions de modèles économiques, je ne suis pas sûre que ça les interpelle plus que ça. L'enjeu, c'est effectivement la maturité des interrogations qui va être extrêmement importante. C'est-à-dire que eux-mêmes, les parties prenantes étant eux-mêmes dans leurs propres interrogations, vous ne pouvez pas forcément venir avec les vôtres, en fait, mais plutôt, effectivement, avec des orientations ou des interrogations ou des affirmations. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir avancé sur
sur les évolutions de son modèle économique, avec aussi toute la zone d'incertitude que l'on a, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, on avance sur des évolutions de modèle économique sans certitude sur ce qui va se passer ou sur notre environnement. Bah, c'est l'exercice de ce moment-là, mais qui touche aussi vos parties prenantes. Philippe? Oui, j'irais exactement dans le même sens, en rajoutant un autre élément, c'est que ça peut même être un élément de crédibilisation de votre posture en tant que dirigeant. C'est-à-dire la prise en compte des éléments qui ont changé et la capacité à reproposer quelque chose qui est porteur de sens, porteur de valeur économique pour les parties prenantes initiales, avec la zone de dialogue à créer, je pense que c'est même quelque chose qui est peut-être pas attendu, mais en tout cas qui peut être bienvenu dans la mesure où, et je reprends le terme de Vanessa, dans la mesure où la reproposition est mature. Alors, après, c'est là où c'est complexe, c'est facile à dire, mais la complexité, c'est que cette maturité-là, souvent, elle s'alimente aussi du dialogue avec les parties prenantes. Donc, la complexité, pour moi, elle est de trouver le bon moment pour à la fois montrer qu'on bouge dans un environnement qui bouge, qu'on bouge avec eux et en s'appuyant sur leurs réflexions, leurs possibilités, mais tout en gardant la main mise sur la direction prise en ayant leur aval et du coup leur soutien dans le futur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a aussi une différenciation à faire dans les parties prenantes. Donc là c'est vraiment par rapport au cas de Simon. Mais c'est vrai que des actionnaires, des financeurs externes comme des banquiers ou France Active et une directe n'auront pas tout à fait la même porosité aux évolutions, aux prises de décision en termes de pilotage du dirigeant par rapport à ce qui était vendu initialement. C'est-à-dire que autant ça peut être bien pris par des financeurs externes qui considèrent que si le sens est maintenu, il n'y a pas véritablement de coup de canif dans le contrat initial, autant avec une directe qui est sur des conventionnements et des attendus qui sont forts, ça peut être plus difficile. Mais voilà, je pense que malgré tout, la période impose de se reposer les questions sur la faisabilité du projet tel qu'il était posé initialement. Parce que si ce n'est pas fait et que les conditions ne sont plus du tout là, il y a un vrai risque pour la faisabilité future. Merci. Peut-être Laurence, tu souhaitais intervenir. Oui, je voulais juste apporter aussi un complément dans les échanges là, sur le volet financier, où on parle des partenaires financiers et de considérer le plan de trésorerie de financement comme un outil de pilotage et de dialogue. Je voulais aussi préciser que au niveau de la métropole et du dialogue aussi qui pouvait s'installer avec vous en tant que partenaire, s'il y avait des sollicitations, c'était aussi la même démarche de considérer en fait la métropole aussi comme un partenaire et que ces outils-là étaient aussi importants dans le dialogue qui pouvait s'installer en cas de sollicitation sur différents dispositifs. Ça permet aussi vraiment, enfin, de ce que vous disiez, de crédibiliser et puis d'avancer dans la compréhension du projet. Et puis, c'est autant d'arguments aussi qui peuvent militer pour une instruction du dossier. Et je ne prendrai pas plus de temps parce que le temps passe. Ouais. Ok. En tout cas, c'est cette notion, on vient toucher aux notions de crédibilité et de confiance et réinterroger, réaffirmer ou faire bouger un modèle, c'est aussi renforcer la crédibilité de la structure et des porteurs de projet et la confiance avec ces parties prenantes.
parce que finalement, c'est bien en fait, les crises, quand elles viennent comme ça impacter, elles peuvent aller toucher la confiance. Ce qu'il faut, et peut-être ce qu'il faut vraiment, enfin pas ce qu'il faut vraiment, mais en tout cas, là où le travail se fait, effectivement, c'est sur le maintien du lien le maintien et la structuration du lien de confiance avec ses parties prenantes, avec ses clients, avec ses salariés en interne. Toutes les questions, qu'elles aient été sur la notion d'acompte posée par François tout à l'heure, vous, Simon, sur la partie prenante, c'est vraiment en lien avec la notion de confiance et le maintien des liens de confiance avec ses parties prenantes internes et externes. Et ça, c'est pas la crise qui joue là-dessus, c'est vous qui pilotez aussi ce lien de confiance. Donc, et ça passe aussi par la crédibilité des interrogations que vous avez ou des réaffirmations que vous avez. Voyez, et donc, c'est ça que vous allez aussi aller piloter, quoi. Que vous pilotiez déjà avant la crise, mais qui est mis là en lumière. Alors, du coup, pour avancer, parce que du coup, il me reste 5 minutes. Quand on parle d'opportunités, on a beaucoup parlé effectivement des parties prenantes, des salariés, de l'organisation. J'allais dire qu'il ne faut pas non plus vous oublier, vous, en tant que dirigeant, porteur de projet, parce qu'on est rentré dans une phase très, très forte, hein, le 16 mars, où on a été forcément impacté. C'est venu impacter notre morale, c'est venu impacter notre énergie, c'est venu impacter plein de choses, positivement ou négativement d'ailleurs, hein, peu importe, ce n'est pas le sujet de juger ça aujourd'hui, mais quand on parle aussi de faisabilité à faire bouger ou à réinterroger son modèle économique, c'est aussi vous en fait, hein, c'est aussi votre énergie et votre envie d'aller sur ces sujets-là. Parce que, encore une fois, on pourra avoir tous les moyens financiers de la Terre et la meilleure organisation géniale. Il faut aussi effectivement que vous soyez à l'aise avec ça et dans cette dimension-là. En gros, l'enjeu, c'est de ne pas s'oublier dans cette période-là parce que vous êtes un élément majeur de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Et que vous avez le droit aussi d'exprimer des choses dans vos envies, dans votre énergie et dans vos capacités à le faire. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Je voulais mettre un petit point là-dessus parce que l'enjeu, c'est de ne pas vous oublier non plus. Voilà. Et quand on parle, in fine, hein, quand on parle d'opportunité, c'est aussi de tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça se traduise derrière par des actions, mais simples et assez concentrées. Hein. Il ne s'agit pas d'aller mettre des plans d'action à 20 pages parce que ça n'a aucun sens. Hein. Il faut vraiment prioriser, centrer aussi parce que l'énergie, vous n'en avez pas. Enfin, il faut centrer l'énergie et puis surtout sur des réussites aussi. Et accentuer sur cette notion de plan de communication, c'est-à-dire, à un moment donné, quand on interroge ou qu'on réaffirme quelque chose, c'est toujours intéressant de le communiquer en interne et en externe parce que c'est aussi une manière à dire ce qu'on fait, à mettre de la lumière et aussi à sécuriser l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, sur des structures qui sont un peu palotes en termes de communication, je trouve que c'est intéressant d'aller aussi communiquer. Alors, il faut que l'angle de communication soit chouette hein, parce que on voit aujourd'hui beaucoup de communication un peu à côté, mais quand on fait des chouettes choses et surtout qu'on les met en œuvre, eh ben, c'est aussi d'aller le dire et de communiquer là-dessus. Notamment aussi quand on parle de sens et de valeur. Hein. C'est extrêmement important d'aller communiquer. Et puis évidemment, les facteurs de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait effectivement que ça va réussir ou pas, en fait, hein, humainement, financièrement, vous en tant que dirigeant. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va sortir de là et qu'on va passer ce cap. Voilà. Philippe, peut-être tu veux abonder? Oui, toujours dans cette logique un peu de pastille. Sur les facteurs de réussite, c'était de bien évaluer les moyens financiers de la relance et de ne pas négliger la communication dans la relation avec les partenaires financiers. Donc, c'est un peu une redite par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, mais les moyens de financer la relance et ce que peuvent en attendre les partenaires financiers, c'est des choses qui soient assez claires et surtout réalistes par rapport à la stratégie qui est posée. C'est vraiment la cohérence, la clarté et le réalisme,
c'est vraiment les trois mots de ce qui peut être, de ce qui peut être attendu pour pouvoir suivre derrière. Vous avez tous des projets qui sont porteurs de sens, qui ont comment dire, des ancrages, des relations au territoire qui sont fortes. Au-delà de Nantes OSS Factory, enfin, le fait que vous soyez entré dans Nantes OSS Factory, c'est aussi lié à ça, c'est aussi lié à cet ancrage-là. Tous vos projets sont porteurs de sens. Tous vos projets répondent à des besoins territoriaux qui sont avérés. La crise peut soit n'avoir eu aucun effet ou peu d'effets, soit avoir des effets majeurs qui vous obligent à réorienter les choses. S'il y a ces réorientations et s'il y a des nouveaux besoins financiers, c'est vraiment bien voilà, la cohérence de la stratégie qu'il faut pas regarder. Et puis, même si le dialogue avec les partenaires financiers, je pense en particulier aux banques, peut être très variable hein, d'un interlocuteur à l'autre et d'un réseau à l'autre, sachant que c'est extrêmement difficile de catégoriser. On ne peut pas dire que telle banque est super et telle autre banque est pas bien. C'est-à-dire que souvent, ça passe par la relation avec déjà son conseiller. La création d'une relation saine avec le conseiller, elle passe par une forme de transparence, même si ce n'est pas toujours évident quand nous-mêmes, on n'est pas forcément toujours très au clair sur et nos besoins et ce qu'on a envie de faire, mais cette transparence-là, elle est en général quand même bien vécue en face. Mais voilà, c'est un peu dans les facteurs de réussite, en tout cas sur ces dimensions financières, et je pense que je ne vous apprendrai rien en mettant l'accent là-dessus, mais plutôt une piqûre de rappel, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut rechercher pour avoir pour pouvoir saisir les opportunités, en tout cas pour avoir des chances de se donner ces moyens-là. Moi, j'avais une petite question sur justement les moyens financiers de la relance. Là, on voit que les aides, c'est essentiellement il y a le PGE qui est l'outil central et puis d'autres déclinaisons. Moi, j'avais une question. Est-ce que le PGE, on va pouvoir le solliciter, je sais pas, en novembre, si on n'en a pas besoin avant? Est-ce qu'une structure peut, en lien avec une réorganisation, un pivot, ressolliciter un PGE une deuxième fois? Et puis également, est-ce que une structure justement qui s'est réorganisée, qui a pivoté en partie, elle pourrait utiliser une partie du PGE pour financer, pas que du BFR, mais peut-être quelques investissements? Philippe, on ne t'entend pas? Ouais. Là, c'est bon? Super. Ouais. Je peux pas te répondre précisément parce que j'ai tout simplement pas les infos précises sur ces éléments-là, donc je peux pas m'avancer, donner de faux espoirs ou couper court à des espoirs. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que le plan garanti par l'État, il est quand même très lié à l'état de crise et donc avec une temporalité qui, a priori, sera probablement très liée à ce temps-là. Donc, je ne suis pas sûr que ces fonds-là puissent être utilisés pour la relance. Donc, c'est à voir, mais j'ai un doute. Et puis l'autre élément, c'est sur la nature des prêts garantis par l'État. Ça reste des prêts bancaires classiques. Sauf que l'État met sa garantie en jeu pour sécuriser le banquier et sécuriser ses fonds dans le prêt qui est octroyé. Donc, qui veut dire prêt bancaire classique, c'est-à-dire que c'est des prêts qui restent affectés. C'est-à-dire si le prêt il est affecté à de la trésorerie, si la trésorerie n'est pas consommée intégralement, à ma connaissance, sauf négociation avec le partenaire bancaire, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse être réaffecté, en particulier à d'autres objets qui seraient un objet d'investissement. Alors après, dans le détail, je pense que c'est dans la relation avec chaque banque que les choses se font. Est-ce que c'est des logiques de remboursement anticipé si la trésorerie est revenue à un meilleur niveau et de repartir sur des prêts affectés à l'investissement si le nouveau besoin est celui de l'investissement? C'est ce qu'il faut voir. Mais voilà,
des habitudes de travail, de ce que je peux voir habituellement dans ce que pratique le monde bancaire, je ne suis pas persuadé qu'il puisse comme ça, parce que le besoin il a évolué, que le prêt qui a été garanti par l'État puisse évoluer de lui-même comme ça. Merci pour cette réponse. Il nous reste, on va dire, une grosse vingtaine de minutes. L'idée, c'est de garder aussi un peu de temps pour les échanges à la fin, pour faire remonter les attentes et autres. Alors, du coup, ce que je vais faire pour bien effectivement laisser cette question de temps, je vais revenir juste. Donc, voilà, on en a fini de cette partie-là, mais vous voyez, voilà, en gros, hein, c'est voilà, quel est le cœur business, le sens et les valeurs, ça c'est central, c'est le socle, c'est le socle sur lequel on se met avec toute l'incertitude qu'on a au-dessus, mais voilà, ça c'est le socle de ce qu'on va structurer, et ensuite on va les réinterroger ou réaffirmer un certain nombre de choses ici, et surtout mettre à l'action et communiquer sur ce qui nous paraît important. Mais on voit bien que ça, c'est pas le sens de ça, c'est pas juste d'être écrit ou mis en œuvre, c'est juste le sens d'être fait. Sachant que ce qui est fait maintenant, peut-être sera refait ou modifié demain, en fait. Hein. On est aussi sur ces champs qui bougent. Voilà, c'était le sens de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et puis voilà, regardez aussi ce qui se passe à l'extérieur, parce que là, on a fait beaucoup focus sur vous. N'empêche qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, notamment dans des plans de relance nationaux ou régionaux, ou des plans de soutien à certaines activités. Moi, j'ai accompagné sur Rouen, une entreprise qui faisait de la vente et de la réparation de cycles. Ils ont commencé par fermer et ils sont complètement aujourd'hui submergés par le plan de soutien au vélo qui vient d'être mis en œuvre non seulement par l'État, mais aussi par la région de Rouen. Et pour le coup, ils sont sur une reprise très opportune, voilà, mais liée effectivement à un plan de soutien à une filière. Donc ça, c'est les éléments qu'on ne connaît pas encore forcément, mais qui viennent aussi impacter les rythmes de reprise et les opportunités qui s'attachent. Voilà. Je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Le deuxième outil, j'en ai pour 5 minutes et après, Philippe, je me tais, je te laisse la place. C'est de se dire finalement, dans là où on en est, c'est qu'on n'a pas de certitude, pas de visibilité, pas de réponse, pas de solution. Donc, tout le mécanisme de la manière dont on fonctionnait avant, c'est-à-dire avec nos certitudes, nos affirmations, peut-être qu'il faut se réinterroger aussi par le questionnement. Et je voulais juste vous partager un outil que moi, j'utilise dans cette période-là. C'est ce qu'on appelle le SS2I. Alors, ce n'est pas un outil qui m'appartient, hein, c'est un outil qui existe par ailleurs, mais qui permet juste, à partir d'une question un petit peu compliquée ou un petit peu large, de pouvoir centrer la réflexion, hiérarchiser la réflexion et surtout de conduire à l'action. En gros, quand on parle de hiérarchisation de l'information, c'est qu'aujourd'hui, dans toute l'information que l'on a, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on suppose, il y a ce qu'on ignore et il y a ce qu'on ne se connaîtra jamais, en fait. Et pour autant, il faut absolument, avec ça, agir ou réagir. Donc, l'idée, je vais vous montrer juste un exemple. Et l'idée, ce n'est pas que l'exemple soit l'exemple, c'est que je vous délivre juste cet outil-là et de vous dire comment on l'a utilisé dans une situation bien précise. Alors, on est parti de la question, c'est important ça, cette question-là, elle se posait sur cette entité-là, mais vous pouvez avoir une autre question, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, c'était une entreprise du territoire qui a affirmé sa mission, qui a dit, moi, ma mission, le socle en fait, ma mission, c'était la création et le développement des emplois sur le territoire. Peu importe la crise, ma mission est réaffirmée. On a réaffirmé au conseil d'administration et en comité de direction notre mission de maintenir et créer de l'emploi sur le territoire. Pour autant, la question que l'on a aujourd'hui, elle est de se dire on a perdu 80% de notre activité de sous-traitance avec un client. Donc, on a affirmé notre mission et pour autant, on a perdu 80% de notre activité de sous-traitance avec un client. Ce qui ne représente pas 80% du chiffre d'affaires parce qu'il y avait d'autres activités à côté. Pour le coup, avec l'équipe en place, en fait, on a travaillé finalement dans ce contexte-là de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils supposaient et de ce qu'ils savaient beaucoup moins. Et on a hiérarchisé l'information avec eux. Alors là, je vous en ai mis qu'un petit bout parce que ça n'a pas d'intérêt de tout vous mettre. Mais en fait, en gros, ils sont partis du fait qu'ils travaillaient avec un major de l'aéronautique
que finalement, au-delà des 80% qui perdaient, c'est qu'ils maintenaient quand même 20% de leur activité, que c'était un client qui payait ses factures à échéance, qu'il n'y avait pas de révision de prix. Voilà. Mais par contre, effectivement, la sortie de cette situation, ils n'en avaient pas forcément la visibilité. Donc, en fait, ils ont posé, entre autres, les constats suivants, c'est que finalement, cette situation de sous-traitant, cette position de sous-traitant, elle impacte immédiatement leur volume d'activité. Et là, c'est vrai dans cette crise-là, et finalement, s'il y a une autre crise qui arrive, ça sera encore vrai. Et pour le coup, ça vient en miroir et ça résonne différemment de la mission qu'ils ont, qui est effectivement de maintenir et de développer des emplois sur le territoire. Et ils ont aussi affirmé qu'ils n'avaient pas connu de situation analogue. Donc, une fois qu'ils ont posé ça, entre autres, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, en fait, ils se sont posés en se disant, on maintient nos relations commerciales avec ce major et on fait les 20% de notre activité. Donc, on assure effectivement un maintien de notre activité avec eux sur des prix connus et on garde une position de sous-traitant. C'est-à-dire que, effectivement, l'enjeu, c'était de dire, on ne sort pas de notre rôle de sous-traitant, mais on le garde, mais on le concentre. Voilà, ça a été la première action qu'ils ont conduite. Deuxième action, c'est sur leurs autres activités qui représentaient une autre partie de leur chiffre d'affaires. Ils se sont dit, on va structurer, en tout cas réaffirmer notre offre et aller beaucoup plus en proximité de nos clients. Donc là, on va aller effectivement sécuriser ce pan d'activité sur notre offre et sur nos clients. Et puis, ils avaient un projet de développement de produits propres. Donc, ils ont pris la décision d'accélérer ce projet, en fait, d'accélérer ce projet. Et quand on parle d'accélérer, ça veut dire qu'ils n'avaient pas toutes les compétences en interne. Donc, ils sont allés effectivement travailler des partenariats. Ils ont fait des alliances et des partenariats en externe, notamment avec un certain nombre de fournisseurs. Et ils ont recruté un responsable commercial pour accélérer la mise en marché. Donc, ça, c'est le plan d'action qu'ils ont établi, avec effectivement des ressources financières sur leur trésorerie actuelle et sur le PGE. C'est-à-dire qu'ils sont allés s'adosser sur le PGE pour financer une partie de trésorerie pour accélérer cette partie-là. Donc ça, c'est pas l'enjeu que je veux vous dire, en fait. Ce n'est pas de se dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est à faire, mais c'est que dans la situation qu'ils étaient et en réaffirmant leur projet social, ils se sont mis, ils étaient à peu près une vingtaine, entre les membres du CODIR et puis les salariés, une vingtaine, à travailler là-dessus en hiérarchisant l'information et à partir de l'information qui leur paraissait la plus structurée, de pouvoir bâtir un plan d'action. Et ça veut dire que c'est aussi un moyen d'aller intégrer ces parties prenantes, internes ou externes, dans la réflexion que l'on a, dans la réflexion stratégique. Et que pour le coup, la réflexion stratégique, elle peut aussi conduire à des alliances qui étaient inimaginables jusqu'alors et qui, parce qu'on est sur un phénomène d'accélération, prennent tout leur sens. En tout cas, voilà, à partir d'une question, on peut aussi essayer de centrer la réflexion et surtout d'impliquer nos parties prenantes dans cette réflexion-là avec nous. Voilà, donc ça, je vous le livre. Il ne m'appartient pas cet outil, je vous le laisse. L'enjeu, c'est effectivement de poser la bonne question. Et la dernière chose que je vais vous dire, ce qu'il est 11h40, c'est que les solutions sont chez vous, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un consultant extérieur qui va vous apporter la solution parce que tout ça, c'est vous qui le savez, en fait. Peut-être un peu de méthodologie, mais on n'a pas d'autre pertinence. Le savoir est dans vos structures, pas à l'extérieur. Et c'est encore plus vrai dans des situations dans lesquelles on est. Voilà, moi j'en ai fini. Je voulais juste vous livrer ça et vous en ferez l'usage que vous voulez.